Alors, le titre de l'exposé était noté prévention de l'infection materno-fétale, mais je vais volontairement me limiter à la prévention de l'infection bactérienne, sinon je pense qu'on pourrait y être encore en train de discuter jusqu'à la semaine prochaine. Donc on va recentrer un peu le sujet. Alors c'est important de rappeler ce qu'est l'écologie bactérienne fétale. On sait que les voies génitales hautes, c'est-à-dire la trompe et ici l'utérus, sont théoriquement parfaitement stériles. Alors on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai dans un certain nombre de situations. Entre deux, au cours de la grossesse, on a ici un endocole avec présence d'une glaire qu'on appelle parfois bouchon muqueux. Alors, le bouchon muqueux, pour les patientes, c'est souvent le signe que l'accouchement va débuter. On perd un bouchon et puis les choses sont censées débuter. C'est un terme populaire qui n'est pas tout à fait exact, mais qui en réalité, dans l'infection maternelle bactérienne, est probablement un rôle de bouchon, de barrière pour éviter l'ascension des germes, mais il n'a jamais été réellement prouvé. Alors, au niveau du vagin et au niveau de l'exocole, eh bien, on a une large colonisation microbienne avec des bactéries qui sont entre 10 puissance 4 et 10 puissance 9 par gramme de sécrétion vaginale et qui sont des bactéries très particulières avec un écosystème vaginal qui est différent de l'écosystème cutané et différent de l'écosystème digestif. Et les problèmes surviennent quand on va retrouver au niveau vaginal et au niveau du placenta des bactéries issues des écosystèmes cutanés et digestifs qui ne devraient pas être présents au niveau vaginal. Alors l'infection bactérienne materno-fétale, elle se définit comme une infection qui est transmise par la mère, qu'elle présente elle-même ou non des signes d'infection. Et la plupart du temps, on va rarement retrouver des signes d'infection chez la mère. Alors on a trois types de situations. L'infection qui est certaine lorsqu'il existe un prélèvement central positif, chez le nouveau-né, une hémoculture ou une ponction lombaire avec un germe. L'infection peut être probable si les prélèvements périphériques sont positifs, au niveau gastrique, au niveau de l'oreille, de façon homogène et avec un seul germe pathogène. Et puis on va retrouver au moins une anomalie clinique, par exemple une naissance prématurée ou des signes d'infection ou biologiques évocatrices. Et enfin, l'infection peut être douteuse en cas de tableau clinique et biologique évocateur, mais parfois on ne retrouvera pas de germes parce qu'il s'agit de germes intracellulaires qu'on va avoir du mal à faire pousser sur des milieux de culture non spécifiques et puis pour lesquels il faudrait attendre 3 semaines avant d'avoir un éventuel résultat. Donc on ne peut pas toujours attendre et à ce moment-là, il faudra, ça vous savez bien, il faudra traiter sans savoir quel est le germe. Alors les germes responsables, on a surtout du streptocoque B, des bacilles gram-négatifs avec les Escherichia coli, le gonocoque qui heureusement diminue de plus en plus, puis ensuite les germes intracellulaires et anaérobies avec, j'y viendrai à la fin, le cas particulier de ce qu'on appelle la vaginose bactérienne, qui n'est pas une infection à proprement parler, mais plus un déséquilibre de la flore vaginale. Alors, ça, on sait que c'est variable en fonction des régions du monde, mais globalement, on sait que le streptocoque B et les Escherichia coli sont les deux germes les plus importants et les plus souvent représentés, et je vais surtout me focaliser dessus. Alors, Escherichia coli, on peut aussi y associer d'une façon simple les autres bacilles à gram négatif d'origine digestive et un certain nombre de germes anaérobies qui sont également d'origine digestive. Les levures, bon, ce n'est pas des bactéries à proprement parler. C'est vrai qu'elles posent problème dans les unités de réanimation, mais elles posent problème chez le prématuré et jamais chez l'enfant à terme. C'est-à-dire qu'une mycose chez une femme enceinte qui donne naissance à un enfant à terme, théoriquement, ne pose pas de gros problèmes. Alors le streptocoque B, dont vous avez une représentation ici, c'est un tout petit germe avec une forme ronde.
On ne peut pas parler d'infection du streptocoque B chez la femme enceinte, mais on va parler de portage. C'est vrai que ce n'est pas une infection à proprement parler, et on sait qu'il y a un certain nombre de femmes qui portent du streptocoque B sans qu'elles se plaignent de quoi que ce soit. On a différents types de portage. On peut avoir un portage chronique, qui est le plus fréquent, 26% des femmes. Un portage qui est transitoire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des germes, mais pas tout le temps, également 26% des femmes. Et puis, un portage qui est encore plus intermittent, très intermittent, qui représente environ 16% des femmes. Et vous voyez que le taux de transmission est directement lié à l'intensité de ce portage. Le portage chronique étant plus intense que le portage intermittent, et avec des risques de transmission qui sont multipliés par 3 entre le portage chronique et le portage transitoire ou intermittent qu'on peut mettre en parallèle. Ensuite, la colonisation, souvent un portage chronique, peut être variable avec des taux de colonisation qui sont plus ou moins importants. Et vous voyez qu'un taux de colonisation très important est quasiment la source d'une transmission constante, puisqu'on atteint 87% des cas, alors qu'une colonisation très faible, qualifiée comme peu nombreux, c'est seulement un tiers des cas. Alors la prévalence, elle est très variable dans le monde, avec, vous voyez, l'Amérique du Nord, probablement les taux de prévalence les plus importants, et ça on a un peu de mal à bien l'expliquer. En Afrique, comme en Europe, on est entre 10 et 20% des cas, et il est probable qu'en Afrique, ce soit extrêmement variable en fonction des pays et en fonction des localisations géographiques. Mais même si le portage, la prévalence du portage est variable dans le monde, la morbidité, la morbidité et la mortalité sont relativement constantes. On va avoir une fréquence de transmission verticale lorsque la mère est colonisée, vous voyez, entre 40 et 70% des cas. Une fréquence de l'infection néonatale précoce sévère qui est relativement faible, 1 à 2% des nouveau-nés colonisés. Mais on sait bien que ce sont des situations extrêmement graves, puisque la mortalité atteint 15 à 20% des cas, et puis le risque de séquelles neurologiques, 10% des nouveau-nés. Donc vous voyez, si on a un taux de transmission important, mais une fréquence de l'infection qui peut paraître faible, en revanche, en termes de mortalité et de morbidité, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes de santé publique. Alors, ce qui est recommandé de faire en France, c'est de rechercher systématiquement le streptocoque B. Alors, soit il a été dépisté auparavant à l'occasion d'une infection urinaire ou d'un prélèvement fait pour une autre raison, et on sait qu'il y a du streptocoque B, donc streptocoque B positif lors de la grossesse actuelle, évidemment, on ne refait pas le prélèvement. S'il n'y a pas eu de prélèvement antérieur ou qu'il était négatif, on recommande en fin de grossesse, idéalement entre 34 semaines et 38 semaines, donc 7 mois et demi et un peu plus de 8 mois et une semaine, de faire un dépistage systématique du streptocoque B par un simple prélèvement vaginal. On sait que c'est fréquent, en France 10%, ça a des conséquences, je vous l'ai déjà dit, un risque de mortalité et de morbidité relativement sévère. Et puis on sait que mettre des antibiotiques au cours de l'accouchement va diminuer l'ensemble de ces conséquences. Alors on ne le fait plus après 37-38 semaines parce que après les patientes, on n'a pas le temps de récupérer le résultat et elles finissent par accoucher. On ne le fait pas plus tôt parce qu'on est trop éloigné de l'accouchement. Et puis cette méthode a un bon rapport coût-efficacité. On ne le fera pas non plus si la patiente a déjà eu une histoire d'infection materno-fétale à streptocoque B lors de la précédente grossesse. On juge qu'il y a un risque qui est trop important et elle sera systématiquement traitée. Alors, vous voyez, en France, on peut considérer que c'est à la fin des années 90 qu'il y a eu un travail très fort sur le dépistage du portage de streptocoque B et puis, dans le même temps, la mise en route d'une antibiothérapie au cours du travail. Et on voit très bien que cette attitude a fait baisser de façon très importante les infections néonatales pour les nouveau-nés inférieurs à 7 jours. Donc vous voyez une diminution très très nette puisque ça a été divisé par 3, uniquement pour les formes précoces.
Pour les formes les plus tardives, pour les nouveau-nés entre 7 et 28 jours, là, on n'a pas vu de diminution depuis 10 ans, mais probablement parce que ce n'est pas le même phénomène de transmission. Là, c'est probablement une transmission qui se fait après, de façon manuportée ou à d'autres occasions. Donc là, vraiment, sur la transmission perpartum vaginale, on a une efficacité de ce protocole et 98% des maternités françaises actuellement ont un protocole. Alors, l'antibioprophylaxie du perpartum, il faut utiliser un antibiotique qui est relativement peu coûteux et avec un spectre qui est assez limité, mais ça marche très très bien, c'est la pénicilline G en première intention, ou encore l'amoxicilline. Mais on sait que la pénicilline G est aussi efficace, elle coûte moins cher et on n'a pas besoin de taper plus fort. Donc elle est recommandée en perpartum. On donne d'abord 500 millions d'unités, puis 250 millions d'unités toutes les 4 heures au cours du travail. Et on sait que c'est idéalement d'avoir 2 injections et quelque chose qui marche mieux que d'en avoir qu'une seule injection. Donc on le donne en cas de diagnostic de portage de streptocoque B diagnostiqué pendant la grossesse ou entre 34 et 38 semaines, ou en cas de bactériurie à streptocoque B au cours de la grossesse, ou en cas d'antécédent d'infection néonatale à streptocoque B lors d'une grossesse précédente. En cas d'allergie, on peut utiliser un autre antibiotique et en particulier les macrolides qui marchent également dans ce type de situation, mais en première intention, d'abord la pénicilline G. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant on rencontre moins, nous, en France, par le passé, mais qu'on peut rencontrer beaucoup au départ de la mise en place du dépistage. L'absence de prélèvement vaginal, on n'a pas fait le dépistage. Et dans ces cas-là, on peut recommander l'antiprophylaxie dans les infections materno-fétales si on a un accouchement avant 37 semaines, donc en cas de prématurité, si les membranes sont rompues depuis plus de 12 heures, ou si on a des signes d'infection au cours du travail, c'est-à-dire une température maternelle supérieure à 38 au cours du travail. Et nous, on recommande à nos sages-femmes de prendre régulièrement la température de la patiente au cours du travail. Ce n'est pas très compliqué et c'est très important pour dépister d'éventuelles infections bactériennes materno-fétales. Deuxième germe qui pose beaucoup de problèmes, l'Escherichia coli. Alors l'Escherichia coli, c'est un germe qui va nous poser des problèmes surtout en cas de rupture prématurée des membranes, ainsi que le streptocoque B qui joue aussi un rôle dans la cause et dans la conséquence des ruptures prématurées des membranes. Les mécanismes de la transmission des germes de l'infection bactérienne materno-fétale, indépendamment de l'Escherichia coli, peuvent se faire par différentes voies. La voie la plus fréquente, c'est évidemment la voie ascendante, la remontée des germes du vagin, d'abord d'origine digestive, puis du vagin vers la cavité amniotique. Ça peut être aussi la voie hématogène. La semaine dernière, une maman a perdu un bébé alors qu'en fait, son fils, son aîné a fait une otite, elle-même a fait une otite, c'est transmis par voie hématogène et elle a fait une chorioamniotite et elle a eu une mort in utero dans ce contexte. Donc, c'est une situation qu'on rencontre, mais qu'on rencontre aussi plus fréquemment que par des otites, par des pyélonéphrites, par des infections urinaires. La voie transutérine ou la voie tubaire rétrograde, elle est très rare, mais elle se voit dans des contextes de péritonite. Bon, ça devient heureusement de plus en plus rare, mais c'est quelque chose qui a été décrit. Les 2 voies principales sont donc la voie ascendante et la voie hématogène. Alors, pour ce qui est de la voie hématogène, c'est surtout l'infection urinaire, et on sait que pendant la grossesse, il y aura beaucoup de bactéries asymptomatiques. Il y a un portage asymptomatique d'une espèce considérée comme pathogène pendant la grossesse qui est très fréquente, avec un taux de germes supérieur à 10 puissance 5 par ml. Il n'y a souvent pas de leucocyturie, mais il peut y en avoir une qui est modérée, et puis on la retrouve à 2 reprises sur un ECBU positif. Ça, c'est la théorie. En pratique, si on trouve une bactérie asymptomatique, soit sur une bandelette urinaire, parce qu'on croit vraiment qu'il y a une infection, ou soit sur un seul ECBU, eh bien, on aura tendance à traiter relativement facilement, même si c'est juste sur une bandelette urinaire, on va bien entendu faire un ECBU puis traiter secondairement. L'intérêt de traiter, c'est que chez la femme enceinte, généralement ce portage est continu. Une fois qu'elles sont enceintes, ça crée des modifications
importante au niveau anatomique. Il y a plus de sucre dans les urines. Il y a également un effet relaxant de la progestérone sur l'urètre. Et donc, il y a toujours des germes. Et si on en trouve une fois, on considère qu'on en trouve toujours pendant la grossesse. Le gros problème, c'est que ça évolue presque une fois sur deux vers la pyélonéphrite, dont on sait que les conséquences peuvent être relativement graves. Et le traitement va quasiment réduire de façon constante le risque d'infection urinaire symptomatique et de pyélonéphrite. Et puis tout ça va réduire le risque de prématurité et de bébé de petit poids de naissance, même si c'est une donnée qui est controversée, qui n'a jamais été réussie à être parfaitement montrée. Mais enfin, il y a des études qui ont montré cette efficacité. Je crois qu'il faut quand même en tenir compte dans l'intérêt de traiter, même s'il y a bien d'autres intérêts plus importants peut-être que celui-là, en tout cas mieux prouvés que celui-là. Donc, qu'on utilise en France parce que ça coûte pas cher, c'est la bandelette urinaire tous les mois à partir du premier trimestre. Chez les femmes à risque, on peut recommander de faire un ECBU mensuellement. Et puis, si on trouve une infection, on peut traiter soit par des nitrofurantoïnes, les nitrofuranes, ou par une pénicilline tout simplement, ou de temps en temps, mais ça c'est plus controversé, par un traitement minute, mais qui coûte un peu plus cher. Puis ensuite, on refait un examen des urines 8 à 10 jours après l'arrêt du traitement. Alors la bandelette urinaire, c'est intéressant parce que ça coûte vraiment pas cher et ça a une très bonne valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si la bandelette est négative, on est quasiment sûr, on est proche de 100% qu'il n'y a pas d'infection. Donc ça s'est un peu décalé, là ça doit être dû à l'utilisation du passage au MAC au PC, mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est surtout les nitrites. L'absence de nitrites, il n'y a quasiment pas d'infection. Le sang aussi. L'absence de sang, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection. La présence de nitrite ou la présence de sang veut probablement dire qu'il y a une infection. Les leucocytes pendant la grossesse, c'est un peu plus difficile parce que les femmes ont plus de pertes vaginales et il est très difficile d'en tenir compte. Alors, il ne faut pas la laisser, la boîte, il ne faut pas la laisser à côté d'une source d'eau parce que ça peut mouiller les bandelettes et puis les abîmer et rendre plus difficile. Alors, nous, on le fait systématiquement. Ça peut quand même être relativement intéressant. Et des patients qui ont des infections urinaires à répétition, on n'hésite pas à leur donner ou à leur faire acheter une boîte de bandelettes, puis elles se testent elles-mêmes régulièrement. Et c'est assez facile à faire, il suffit de regarder. Vous voyez, c'est indiqué sur la boîte, c'est colorimétrique, c'est vraiment très simple. Et si elles ont un doute, elles peuvent toujours aller voir leur médecin de famille ou aller au centre de santé pour lequel elles sont rattachées. Alors, la vraie infection urinaire, on trouve souvent de l'Escherichia coli, c'est le germe le plus fréquent. On va faire un traitement probabiliste par céphalosporine. Ça coûte relativement cher, mais c'est ce qui est recommandé. Mais on va toujours l'adapter secondairement à l'antibiogramme. C'est-à-dire qu'on donne la céphalosporine, on fait l'examen des urines. S'il n'y a pas besoin de céphalosporine, on change tout de suite pour un autre antibiotique. Et toujours l'antibiotique avec le spectre le plus faible et aussi le moins cher possible. Et par exemple, on a encore beaucoup de situations où on peut prescrire tout simplement de l'amoxicilline. Des fois, ça peut être amoxicilline plus acide clavulanique. Ça peut être aussi le Bactrim, sulfaméthoxazole plus thimétropine. La nitrofurantoïne, c'est un antiseptique urinaire qui offre l'avantage de ne pas coûter cher du tout, mais qui doit être donné plus longtemps, 7 jours, alors que pour les autres, 5 jours sont suffisants. Alors, la chorioamniotite, j'y reviens. On sait qu'elle est généralement associée à une rupture prématurée des membranes, même si elle peut survenir en cas de membrane non rompue. On parle alors de chorioamniotite à membrane intacte. Et on ne sait jamais bien, dans le cadre de la rupture, si elle est la cause ou la conséquence de cette rupture prématurée des membranes. Il y a Romero, qui est un auteur américain, qui a bien décrit les différents stades de la chorioamniotite. Il y a tout d'abord le stade 1, qui est l'ascension des germes, la prolifération vaginale de germes pathogènes, donc généralement d'origine digestive. Le stade 2, ça va être alors la présence de germes dans la cavité utérine au niveau des membranes, au niveau de la décidua, mais les membranes restent intactes. Le stade 3, qui est un stade encore plus embêtant, évidemment, c'est l'envahissement des vaisseaux fœtaux. On parle alors de chorivasculite ou de
de funiculites débutantes ou qui ont traversé les membranes, c'est la présence de germes dans le liquide amniotique. Ils traversent les membranes, mais ils n'ont pas vraiment encore atteint le fœtus, ils ne sont pas développés dans le fœtus. Et puis ensuite, le stade 4, c'est l'infection fœtale, c'est le stade le plus grave qui conduit à une forme de septicémie in utero, dont on sait que malheureusement, ça peut conduire au décès in utero. Alors cette infection fœtale, c'est intéressant de savoir qu'elle peut se faire par différentes voies, soit par inhalation ou déglutition du liquide amniotique. Le bébé ingère le liquide amniotique qui traverse les muqueuses et qui va passer dans la circulation de cette manière. Il peut se faire par contact direct au niveau des oreilles, une otite, au niveau des yeux, une conjonctivite, ou encore à travers le cordon. Ça traverse la gelée de Wharton et ça rejoint les vaisseaux du cordon, et à ce moment-là, ça infecte le sang. Et puis ensuite, on peut avoir une vraie septicémie par dissémination sanguine. Les germes traversent le placenta, sont présents dans la chambre intervileuse, vont traverser l'arbre vileux et puis vont se disséminer par voie sanguine. Bon, après, on n'arrive jamais à savoir exactement comment ça s'est passé. Le problème, c'est que parfois, on diagnostique cette infection fœtale à un stade trop tardif qui est celui du décès in utero. Quels signes on va rechercher chez la mère? Eh bien, c'est souvent des contractions utérines ou une sensibilité au niveau de l'utérus. Quand on met la main sur l'utérus, on va le sentir douloureux, même en dehors des contractions. Et ce sont des signes qui sont relativement peu spécifiques. On peut retrouver des leucorrhées qui sont malodorantes ou qui ont une couleur inhabituelle. Au lieu d'être blanches, elles deviennent jaunâtres ou verdâtres ou encore marron. On peut retrouver des saignements. On peut retrouver évidemment une tachycardie fœtale au-delà de 160, des protéines de l'inflammation qui sont élevées, une hyperleucocytose au-delà de 15 000, ou encore juste une menace d'accouchement prématuré, plus la présence d'une infection sur le prélèvement vaginal. En cas de membrane rompue, on retrouve bien évidemment l'ensemble de ces signes. On peut avoir le liquide amniotique qui devient maladorant et on retrouve très très souvent des métrorragies qui sont un signe peu spécifique mais qui peut être le signe d'une chorioamniotite. Alors la prévention de la chorioamniotite, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec le professeur Moreau, c'est tout d'abord, il faut interdire le toucher vaginal aux sages-femmes en cas de rupture prématurée des membranes. Et si on a un doute, on dit aux sages-femmes, ne faites pas de toucher vaginal, sauf si on craint vraiment que la patiente soit en travail, qu'elle soit sur le point d'accoucher, à ce moment-là, on peut autoriser le toucher. Mais plus on va diminuer le nombre de touchés, plus on va diminuer le risque d'avoir une infection néonatale sévère. Il faut prescrire une antibiothérapie en cas de rupture prématurée des membranes. Alors évidemment, on n'attend pas les résultats, elle va être probabiliste, mais elle va être de durée courte. S'il n'y a pas de rupture prématurée des membranes, j'y reviendrai, là on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais probablement qu'il n'y a pas d'intérêt à prescrire une antibiothérapie. Il y a beaucoup d'études qui commencent à le montrer. On l'a fait beaucoup par le passé, maintenant on sait que ça ne sert à rien du tout et ça n'évite ni l'infection maternelle ni l'infection materno-fœtale. Alors le toucher vaginal, il a un rôle néfaste. Il a été démontré qu'il réduisait le temps de latence, il augmente le risque d'avoir un accouchement prématuré. Il a donc à éviter, sauf si l'on pense que la patiente est en travail, et il faudra toujours faire l'examen au spéculum en premier, et si on pense qu'il y a une rupture, on s'arrête là. Et là, c'est vraiment les sages-femmes qui sont en première ligne, parce que ce sont souvent elles qui accueillent la patiente, et ça, c'est un message qui est très important de leur faire passer. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais nous, en France, c'est extrêmement difficile. Dans le service, on a fait une étude, et bien dans 50% des cas, la patiente vient pour une perte de liquide amniotique, elle a un toucher vaginal par la sage-femme. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on a du mal à faire passer l'information. L'antibiothérapie, elle est efficace, elle multiplie par 2 ou 3 le temps de latence, elle diminue la morbidité néonatale, mais elle n'agit pas sur la mortalité dont on sait qu'elle n'est pas forcément que liée à l'infection, et elle diminue la morbidité maternelle, il y a moins d'endométrite du postpartum. Alors l'inconvénient, c'est la sélection de germes, la résistance, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Alors quel antibiotique
probablement en première intention l'érythromycine, qui aurait peut-être un effet supérieur avec moins de risque d'entérocolite de l'augmentin. Même si ça, l'augmentin, c'est amoxicilline plus acide clavulanique, c'est le nom commercial en France. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, si c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, bon, ça c'est controversé, mais quand même, l'érythromycine, il y a cette étude d'Oracle qui était plutôt pas mal faite, qui montre que ça a peut-être un effet supérieur, même si potentiellement un macrolide n'est pas forcément le meilleur antibiotique conceptuellement pour passer dans le placenta. Mais pourtant, ça a l'air de bien marcher. Toujours dans l'étude d'Oracle, Quignon et ses collaborateurs ont montré qu'il n'y avait aucun intérêt s'il y a une menace d'accouchement prématuré sans rupture. Donc uniquement l'antibiothérapie pendant 7 jours en cas de rupture prématurée des membranes. Alors au départ, on le donne pendant 48 heures par voie intraveineuse, puis ensuite 5 jours per os, mais il est probable qu'on pourrait le donner d'emblée par voie orale, ce qui est quand même beaucoup plus simple, et nous, on a tendance à le donner d'emblée par voie orale. Je ne crois pas que la voie intraveineuse change grand-chose. Alors la vaginose bactérienne, ça c'est quelque chose qui est très récent, mais qui agite beaucoup les scientifiques qui s'intéressent à l'infection materno-fétale. La vaginose bactérienne, ce n'est pas une infection, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre entre la flore anaérobie et la flore aérobie. Donc, la flore digestive, elle a forcément des liens très importants avec la flore vaginale. Et puis, ici, au niveau de la flore vaginale, on va surtout parler de lactobacilles. Et le déséquilibre vient quand cette flore anaérobie vient remplacer les lactobacilles. Et on sait qu'il y a dans ces cas-là une diminution de production d'acide lactique. Cause ou conséquence, c'est toujours difficile à savoir. Les signes cliniques sont très très pauvres. En 1983, Amsel avait décrit des critères qui étaient des critères cliniques, qui sont malgré tout utiles, mais dont on sait que la sensibilité est assez mauvaise, mais qu'on continue en tout cas d'utiliser. C'est la présence de leucorrhée grisâtre, c'est sur une simple bandelette un pH supérieur à 4,5, c'est le sniff test positif, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu de potasse sur les leucorrhées qui sont prélevées, et on va avoir cette odeur caractéristique qui est une odeur de poisson, que certaines patientes décrivent aussi après les rapports sexuels et qui sont assez typiques d'une vaginose bactérienne. Et puis enfin, le simple examen d'une lame en consultation, il suffit d'avoir un microscope, pas besoin d'en avoir un dans chaque salle de consultation, mais on a un microscope tout simple comme on utilisait quand on faisait nos études dans le secondaire, et on regarde la lame et on voit ici ce qu'on appelle des cloucelles sur la lame qui permettent de penser qu'il y a une vaginose. Donc vous voyez, ça sont des choses relativement simples qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent aider au diagnostic de vaginose. Et quand on a 3 critères sur 4, on dit qu'il y a une vaginose qui est diagnostiquée. Alors, après, on sait bien que ces critères ne sont pas suffisants, mais on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un bactériologiste qui soit capable de faire des scores de Nugent, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir appris, et quelque chose qu'il faut mettre en place. Et puis, en France, par exemple, tout le monde ne sait pas faire un score de Nugent. C'est quand même assez difficile, et tout le monde ne sait pas bien le faire en plus. Là, nous, on a fait une étude dans la région, ça a nécessité de reformer tous les bactériologistes au score de Nugent. Donc, différents types de flore en fonction du score, et on considère qu'au-dessus de 6, la flore est dite déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on va retrouver plus de Gardnerella et d'anaérobie et moins de lactobacilles. Donc vous voyez, quand on ne retrouve pas du tout de lactobacilles, on va avoir un score à 4, des 4 points. On retrouve un peu de Gardnerella et d'anaérobie à 5, c'est la quantité par champ, c'est sur des objectifs. C'est une méthode qui est quand même très artisanale, mais qui marche bien. Donc là, on donne 2 points. Et puis ensuite, on trouve ici un autre germe qui est associé à la vaginose, qui est le Mabiensus. Donc ce sont des bacilles incurvés à grammes variables. Ça donne l'impression d'un coup d'ongle. Et à ce moment-là, vous voyez, le score
ça donne 2 points si on en a de 6 à 30, et tout ça fait 8, et on parle alors de vaginose bactérienne. Alors, pourquoi on s'intéresse à la bactériose bactérienne? Parce que ça a des conséquences obstétricales. Ça donne des saignements au cours de la grossesse, ça donne des avortements spontanés du premier trimestre, mais ça donne surtout des avortements spontanés du deuxième trimestre. Donc, vous voyez que des risques qui ne sont pas négligeables. Bon, les métrorragies, à la limite, je dirais que c'est toujours embêtant, mais de toute façon, on ne sait pas les traiter. Donc, en revanche, l'avortement spontané du deuxième trimestre, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Ici, un risque supérieur à 5 pour la fausse couche. Très embêtant, vous voyez ici, c'est quand même une augmentation très importante du risque de rupture prématurée des membranes et de chorioamniotite à membrane intacte. Donc, multiplié par 7, multiplié par 3 à 5, c'est tout de même pas négligeable. Et puis, globalement, une multiplication par 2 du risque d'accouchement prématuré. Et ce risque est d'autant plus important que la vaginose bactérienne est détectée plus tôt. Vous voyez, plus ça survient tôt au cours de la grossesse, au premier trimestre, ça multiplie par 7,5, alors qu'en début de deuxième trimestre, on n'est qu'à 1,5. Et ça, on sait que c'est une notion qui est importante. Dans le postpartum, ça donne des endométrites et des abcès de parois. Endométrite, c'est vraiment très important, 6 à 15 fois plus. Risque relatif multiplié par 3 en cas d'abcès de parois. Alors, le lien de causalité, il existe, mais le mécanisme, il est encore à élucider. On sait qu'avant 6 mois, 75% des accouchements prématurés vont être le fait d'une infection et d'une infection bactérienne. Donc vous voyez, là on a une thèse qui a été faite par une interne de médecine générale, un médecin traitant, qui avait fait sa thèse en 2008 et qui avait regardé 210 enfants qui étaient nés avant 7 mois et qui avait comparé les risques de retrouver une chorioamniotite si l'accouchement était spontané ou si l'accouchement était provoqué. Alors provoqué, c'est prééclampsie, c'est le retard de croissance. Et on voit bien que dans le cadre des accouchements spontanés, on retrouve un taux de chorioamniotite, et en particulier avant 6 mois, qui est monstrueux. Vous voyez, 75% des cas, plus de 50% des cas. Donc la prématurité, même si on ne retrouve pas toujours le germe, prématurité, on pourrait dire égale infection. Alors le lien de causalité, la chorioamniotite, je vous l'ai dit, c'est l'hypothèse de Romero, c'est une ascension de germes qui diffuse ensuite au niveau du fœtus, donc avec d'abord le développement de germes cervico-vaginaux, puis une progression dans le placenta, dans les membranes, dans le liquide amniotique, puis ensuite au niveau fœtal. En dehors de la grossesse, je vous ai dit tout à l'heure que l'endomètre, c'était stérile. Eh bien, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il y a des patientes qui sont porteuses d'une endométrite chronique histologique. Et ça a été démontré par plusieurs études. Et est-ce que cette inflammation de l'endomètre ne joue pas un rôle dans des mauvaises conditions de l'implantation de l'œuf, favorisant alors les saignements et les fausses couches? Et peut-être que là, la vaginose vient jouer un rôle. Quand on regarde, bien sûr, il faut plus le faire, ça a été fait sous forme d'études par Romero, mais si on prend du liquide amniotique et qu'on recherche des germes, on va retrouver dans 10 à 20% des cas des germes qui sont évocateurs de cette vaginose. Tout ça, ce sont des bactéries de la vaginose. Donc, ce n'est pas une infection, c'est un déséquilibre, et pourtant, on va les retrouver au niveau du liquide amniotique. Donc, on retrouve ces germes dans le liquide amniotique, on retrouve ce portage également dans le liquide amniotique. Et quand on avait des germes dans le liquide amniotique, eh bien, on a également une augmentation des protéines de l'inflammation. Et pour les patientes qui accouchaient dans les 48 heures, 80% d'entre elles avaient des germes dans le liquide amniotique contre 15% pour celles qui n'en avaient pas. Alors on ne sait pas bien quand est-ce que la traversée a lieu, mais quand on faisait ces amniosynthèses dès 17 semaines d'aménorrhée, donc
au début du deuxième trimestre, 3 mois c'est 15 semaines, eh bien, on avait 0,4 à 2,8% des amniosynthèses qui étaient positives et on avait un risque d'accouchement qui était de 60 à 90% des cas. Donc il est probable que cette traversée se fasse très tôt et ça corrobore ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'augmentation de risque lorsqu'on retrouve la vaginose dès le premier trimestre de la grossesse. Alors l'autre argument à la causalité, c'est qu'un traitement de la vaginose bactérienne pourrait diminuer la prématurité. Alors il y a beaucoup de questions. C'est qui traiter, quand, quel intérêt, quel antibiotique et comment il faut donner le traitement. Est-ce qu'il faut donner des ovules? Est-ce qu'il faut donner un antibiotique par voie générale? Alors qui traiter? La Haute Autorité de la Santé, en septembre 2001, avait dit qu'il fallait traiter les patientes, même si elles étaient asymptomatiques, lorsqu'elles avaient une vaginose bactérienne recherchée au premier trimestre en cas d'accouchement prématuré. Donc ça veut dire que la séquence, c'est une patiente a un antécédent d'accouchement prématuré, on recherche une vaginose bactérienne et on la traite si elle est présente. Alors, qui traiter, on a vu, quel intérêt et quand? Eh bien, si on prend les patientes qui ont une prématurité à 37 semaines, c'est-à-dire antécédent et prématurité en cours, on n'arrive pas à être efficace. En revanche, on est efficace quand une patiente a un antécédent de rupture prématurée des membranes. Là, ça diminue de façon très très importante. Malheureusement, on est moins efficace sur des patientes qui ont une prématurité isolée. On est en tout cas très efficace lorsque on fait le traitement avant 20 semaines. Donc là, c'est une méta-analyse. Et ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut traiter tôt dans la grossesse des patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré avant 37 semaines, qu'elles aient ou pas une rupture prématurée des membranes. Alors, quel type de traitement? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, utilisant le métronidazole, l'érythromycine, la clindamycine locale, l'amoxicilline. On a d'autres traitements, métronidazole toujours des traitements locaux par crème et par ovule. Et puis, plus récemment, des traitements par clindamycine orale. Et puis nous, dans le service, on a mené une grosse étude sur presque 4000 patientes avant 20 semaines avec de la clindamycine orale. Alors, il y a une méta-analyse des 4 dernières études, et cette méta-analyse est confirmée par d'autres études qui vont sortir bientôt. C'est que le traitement précoce par clindamycine, donc oral, est très efficace et qu'il ne faut pas traiter beaucoup de patientes. Quand on a un nombre de patientes à traiter pour prévenir un accouchement prématuré à 1 sur 29 en obstétrique, il faut savoir que pour nous, c'est un excellent chiffre. Ça a une très bonne rentabilité. Et en plus de ça, la clindamycine ou un autre macrolide éventuellement, ça ne coûte pas très très cher. Mais la clindamycine, ça marche très très bien. Et vous voyez, ça diminue le risque d'avortement tardif de 80% et ça diminue par 2 le risque d'avoir non, plus que 2, qu'est-ce que je raconte, par 5 le risque d'avoir un accouchement inférieur à 37 semaines. Alors, traitement local ou traitement général, c'est vrai qu'il y a des études qui avaient montré un traitement une efficacité du traitement par voie locale, mais quand on reprend dans la méta-analyse, ça ne marche pas. Donc il faut à tout prix donner le traitement par voie orale, sinon ça ne fonctionne pas. Alors il y a une autre étude sur la clindamycine avant 22 semaines, donc 5 essais, qui montraient des données récentes et que vous voyez, montre exactement la même chose. C'est une diminution là de 40% du risque de prématurité. Mais on sait que des essais de puissance supérieure sont nécessaires et ils sont en train d'être menés par différentes équipes. Donc, en cas de vaginose, on sait qu'on est efficace, on va diminuer de façon importante la prématurité et ainsi diminuer probablement le risque de transmission d'infections bactériennes materno-fétales. Et il est probable aussi que la vaginose ne soit pas à elle seule
les germes de la vaginose responsables, mais puisse aussi favoriser l'émergence d'autres germes tels que le streptocoque B et l'Escherichia coli, en modifiant l'équilibre de la flore vaginale. Alors quand on parle d'antibiotiques et de périnatalité, il me semble aussi très important d'être extrêmement prudent et de bien réfléchir à ce qu'on fait et à qui on donne les antibiotiques. Quand on voit les chiffres, ça paraît miraculeux, on diminue de façon importante les infections. Il faut être très très prudent parce qu'on va voir aussi que les antibiotiques dans la période périnatale, on n'a pas de chiffres pour la période fœtale, mais en tout cas dans les premières années de vie, ont des conséquences sur le développement ultérieur de l'enfant. On sait maintenant que le microbiote intestinal, lorsqu'il est modifié, s'associe à des maladies à plus long terme. On a mis en évidence que peut-être c'était associé à l'autisme, c'est associé, ça c'est sûr, à la survenue de l'asthme et de l'allergie, c'est associé très clairement à la survenue du diabète et de l'athérosclérose. On sait que ces modifications du microbiote sont associées à l'obésité, à des maladies du foie et aussi à la maladie de Crohn. Beaucoup de maladies, vous voyez, allergie, diabète, maladie du foie, athérosclérose, des maladies qui mettent en jeu l'immunité, en particulier des maladies auto-immunes, surtout pour le diabète, le Crohn, les maladies hépatiques et l'allergie. L'obésité sont des maladies, et l'athérosclérose sont des maladies probablement plutôt inflammatoires. Alors, une fois qu'on a démontré ça, des anomalies du microbiote sont associées à des maladies au plus long cours. Qu'est-ce qui va modifier le microbiote? Eh bien, le microbiote, il est modifié, c'est l'équilibre. Donc vous voyez, ça crée un déséquilibre immunologique entre ce qu'on appelle les symbiontes et les pathobiontes. Et puis, autour de ça, on a toute la flore commensale. Donc au niveau intestinal, on a à la fois les symbiontes qui sont responsables d'une forme de régulation, alors que les pathobiontes, eux, sont plutôt responsables de l'inflammation. Et quand on a un déséquilibre en faveur de ces pathobiontes, parce qu'on a des germes à ce moment-là pathogènes qui se développent, eh bien, on va avoir plus d'inflammation et ainsi la survenue de ces pathologies dont je vous ai parlé. Donc il faut être prudent quand on prescrit des antibiotiques. Alors le microbiote, à quel moment de la vie on va avoir différentes actions? Probablement que l'élément le plus important, c'est autour de la naissance. Et ça, on le sait parce que le microbiote du nouveau-né, en fonction de la naissance par césarienne ou de la naissance par voie vaginale, va être très variable. C'est-à-dire quand on regarde les nouveau-nés qui sont nés par césarienne, on regarde leur flore intestinale, on va trouver des germes cutanés. Quand on regarde les nouveau-nés nés par voie vaginale, on va trouver des germes d'origine vaginale. Et quand on regarde à long terme, ces nouveau-nés nés par césarienne ont plus de diabète, ont plus d'allergies, ont plus de maladies de Crohn. Le lien entre cette modification du microbiote et ces anomalies n'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très clairement, facilement extrapolable et qui va être démontré dans les années qui viennent. Alors ensuite, très tôt dans la naissance, c'est un moment également très important parce que le microbiote se développe pour atteindre ici son niveau moyen, sa maturité, on va dire, à l'âge adulte, et puis chez le sujet plus âgé. Et puis là, bien entendu, il y a encore des modifications qui vont se faire en fonction de ce qu'on rencontre au cours de la vie. Mais surtout, là, c'est les moments les plus importants où, on va le voir, la prescription d'une antibiothérapie, par exemple, va générer une instabilité, va générer des pathologies, des modifications du microbiote et probablement vont concourir au développement de pathologies plus tard, et on a déjà des exemples qui l'ont démontré. Alors, vous voyez par exemple deux exemples de figures que j'ai repris dans deux articles.
de traitement, ici un traitement par amoxicilline, qui montre la modification du microbiote. Ici en blanc, c'est les patients, les enfants qui n'ont pas reçu d'amoxicilline, ils gardent un microbiote qu'on va dire normal, et puis vous voyez, les enfants qui ont reçu de l'amoxicilline, on a des modifications importantes du développement d'un certain nombre de germes qui sont considérés comme pathogènes, ici, avec l'augmentation du nombre de ces germes. Ici, c'est du bifidus, du bifidobacterium, et vous voyez l'effet des antibiotiques sur le développement du bifidobacterium. C'est un germe qui est extrêmement important, qu'on trouve dans les yaourts ou dans tout ce qui est fermentation à base de lait. Et vous voyez, en cas d'antibiothérapie, on a une baisse importante du bifidus, qui est un germe dont on sait qu'il a probablement un rôle probiotique majeur et qui va maintenir un bon équilibre du développement du microbiote, alors qu'à l'inverse, d'autres germes ici n'étaient pas présents et à ce moment-là apparaissent, alors qu'un certain nombre d'autres germes ici, vous voyez, disparaissent complètement. Pour d'autres germes, il y a moins de modifications ici, et pour celui-là également une modification, mais qui n'était pas statistiquement significative. Mais en tout cas, un effet net de l'antibiothérapie sur des bons germes dont on a besoin pour vivre et pour se développer, comme je vous l'ai montré auparavant. Alors clairement, quand on modifie ça c'est une représentation du microbiote intestinal, on sait que des modifications, et en particulier les antibiotiques donnés l'argamanus, qu'on peut avoir tendance à faire, on met beaucoup d'antibiotiques pour la moindre infection chez l'enfant, eh bien, ça augmente les pathologies chez l'enfant, ça augmente l'obésité, ça augmente l'allergie et ça augmente plus tard la survenue du diabète, des maladies de Crohn. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être très clairement démontré, mais je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et en France, on a un slogan qui dit « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Alors au départ, ce slogan, c'était parce que ça coûtait cher, les antibiotiques, et puis que exposer l'argamanu, ça augmente les résistances, mais on s'aperçoit aussi que ça a des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait en termes de santé publique. Alors en conclusion, pour ce qui est des infections bactériennes materno-fétales, qui allons-nous prélever? Comment on va essayer de dépister? Évidemment, on va dépister les patientes qui ont des signes cliniques de vulvovaginite. En cas de menace d'accouchement prématuré, de rupture prématurée des membranes ou de choriomyotite, on va également proposer un dépistage. Et puis, une patiente qui a un antécédent d'accouchement prématuré, évidemment un accouchement prématuré spontané, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a déjà fait une prééclampsie, on va systématiquement proposer la recherche d'une vaginose bactérienne. Alors après, à définir en fonction des moyens ce qu'on est capable de faire. Ça peut être par des tests cliniques, c'est déjà mieux que rien. Ça peut être au mieux par un score de Nugent, mais il faut avoir un bon biologiste qui soit capable de le faire. Ce n'est pas très compliqué, ça ne coûte pas très cher, mais il faut avoir appris à le faire. Et puis systématiquement, entre 35 et 38 semaines, c'est plus simple de retenir 34 et 38 semaines, rechercher un portage du streptocoque de groupe B pour mettre en place un traitement au cours de l'accouchement. Alors, qui traiter? Évidemment, les infections avérées, évidemment, les ruptures prématurées des membranes pour éviter ces situations de prématurité. On va traiter le portage chronique de streptocoque B, mais uniquement au cours de l'accouchement. Ça ne sert à rien de traiter un portage chronique de streptocoque B pour une patiente qui ne se plaint de rien, sauf si elle a une rupture prématurée des membranes ou une menace d'accouchement prématuré. Mais en tout cas, si elle n'a aucun signe clinique, on trouve du portage de streptocoque B, il ne faut surtout pas traiter. On met en route le traitement. Quand on le faisait, on mettait en route le traitement, on arrête. Une semaine après, le streptocoque B est revenu. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Il faut juste traiter au cours de l'accouchement. Et puis enfin, il faut traiter la vaginose bactérienne avec, si possible, de l'inclindamycine. Si on n'en a pas, on peut donner également du Flagyl. Ça marche aussi, même si ça marche un peu moins bien. Et ça, il faut le faire, si possible, au cours du premier trimestre. Et c'est au moins une fois.
on n'a actuellement pas d'argument pour penser qu'il faille le faire plus qu'une fois. On traite une fois au premier trimestre et ça serait, pour l'instant en tout cas, largement suffisant. Et il est probable dans les études qu'on a fait que traiter plusieurs fois ne servent à rien, n'améliore pas les choses. Voilà, ça c'est l'étude qu'on a fait dans le service, enfin dans la région, qui est l'étude Prémeva, avec 80 000 patientes. Et donc vous verrez peut-être les résultats de cette étude qui seront publiés récemment. C'est le professeur Subtil qui s'occupe de ça, et ce sera très intéressant que vous suiviez les résultats si ça vous intéresse. Voilà. Merci pour cet exposé qui est très riche et qui nous donne beaucoup pratiquement de réflexions par rapport peut-être à notre pratique dans le contexte qui est le nôtre ici en Afrique. On n'a toujours pas peut-être tous les moyens diagnostiques que vous pouvez avoir en France, en Europe, ainsi de suite. Alors, on est peut-être souvent tenté de prescrire des antibiotiques sévères dès qu'on suspecte une infection chez le nouveau-né, parce que l'infection est gravissime déjà chez les nouveau-nés du moment où on le suspecte. Et peut-être on n'a pas un laboratoire très rapidement qui va faire la preuve de l'infection, mais il faut quand même commencer donc une antibiothérapie. Mais ma question, c'était de savoir entre les déséquilibres qu'il peut y avoir entre les symbiotes et les pathobiotes, et quand on est appelé à mettre de l'antibiothérapie, est-ce qu'il ne faut pas peut-être associer à cette antibiothérapie donc un traitement probiotique pour pouvoir équilibrer en même temps donc c'est cette tendance-là. Merci. Je te laisse répondre. Pour le nouveau-né, je vais peut-être laisser, et les probiotiques, je vais laisser M. Storm répondre parce qu'il est bien plus compétent que moi sur le domaine, mais je sais ce qu'il va répondre. Ben, la question des probiotiques est vraiment une question d'actualité. Il y a des arguments solides pour penser qu'ils sont efficaces pour prévenir notamment l'entérocolique. Le problème, c'est que des probiotiques, il y en a beaucoup de sortes différentes, qu'on ne sait pas vraiment lequel est réellement efficace, et qu'il semble que ceux qui sont réellement efficaces ne sont pas tous commercialisés ou ne sont pas commercialisés. Et donc ça reste un vrai problème. Dans les études, il y a un bénéfice à utiliser des probiotiques. Le problème, c'est que l'accès à ces probiotiques reste difficile. Il reste aussi un petit doute sur le fait que le probiotique lui-même, en utilisant donc une bactérie vivante, puisse être responsable de septicémie à probiotiques, notamment pour les bébés prématurés qui ont un cathéter central. Donc prudence quand même s'il y a beaucoup d'arguments pour penser que c'est efficace. Et qu'est-ce que tu réponds à la deuxième partie de la question, qui est de dire on a des difficultés diagnostiques et comment faire le tri des enfants qu'on va traiter, je l'interprète un peu comme ça, le tri des enfants qu'on va traiter systématiquement alors qu'on sait qu'on n'aura pas ou qu'on mettra du temps à récupérer un résultat d'hémoculture, de prélèvement, j'imagine, de liquide céphalorachidien ou autre chose. Donc Rama a prévu d'en parler, c'est l'exposé qui suit, donc oui. Ça peut peut-être faire la transition, à moins que vous vouliez poser une question. Au début de la présentation, à un moment, pour le traitement du strepto B, vous avez parlé de l'amoxicilline acide clavulanique. Bon, après vous êtes revenu pour dire que ça donne des entérocolites et ça donne même des leucomalacies périventriculaires. Donc par rapport à l'utilisation de cet antibiotique en période périnatale, faudrait-il pas être très prudent et même pourquoi pas ne pas l'utiliser? Est-ce que en pratique vous l'utilisez? Pour le streptocoque B, je n'ai pas parlé de l'acide clavulanique. Le streptocoque B pour moi c'est pénigé plus amoxicilline. Oui. Et c'est uniquement pour les enfants à terme. À la limite, si on donnait de l'acide clavulanique pour ces enfants à terme, je crois que nous n'aurions pas de problème.
Pour le prématuré, votre remarque, elle est très juste, c'est-à-dire qu'on a des arguments qui laissent penser que l'association amoxicilline plus acide clavulanique soit responsable peut-être d'entérocolite, et que dans ces cas-là, l'érythromycine semble être un antibiotique efficace puisqu'il agit à la fois sur des germes aérobies mais aussi sur les germes anaérobies. Donc l'érythromycine semble efficace, ça ne coûte pas très cher, je sais pas, j'imagine ici non plus. Donc pour moi, chez la patiente en prévention de l'infection materno-fétale en cas de rupture prématurée des membranes, c'est pour beaucoup d'équipes l'antibiotique qu'on pourrait utiliser en première intention. Merci. C'était pour revenir sur la question des probiotiques. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait quand même quelques conférences sur les probiotiques dans l'alimentation et je l'ai fait pour Nestlé pendant plusieurs années. Je pense que le fait que ça réduise en fait le risque d'entérocolite est connu. C'est vrai que nous, on ne peut pas l'utiliser. C'est vrai que la conférence qu'on faisait, c'était dans le cadre du lancement d'un nouveau lait, donc, qui est enrichi au bifidus, au lactobacille. C'est le New Nan. Donc pour les effets bénéfiques sur la prévention de l'allergie, également sur la prévention de certaines morbidités néonatales. Mais je vais insister beaucoup plus sur, en fait, c'est qu'à défaut de cela, il faudrait plus insister sur ce qu'on appelle les prébiotiques. Et l'aliment qui contient du prébiotique par excellence, c'est le lait maternel. Les prébiotiques, ce sont des oligosaccharides. Donc oligosaccharides, fructo-oligosaccharides qui sont contenus dans le lait maternel et quand ils sont pris, permettent de booster la prolifération des bactéries bénéfiques. Parce qu'il faut un équilibre entre la flore bénéfique et la flore maléfique. Donc c'est pourquoi on est beaucoup sur l'utilisation du lait maternel pour l'alimentation du nouveau-né prématuré et la prévention de l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Donc nous, c'est à ce niveau qu'on peut agir. Il y a des prébiotiques qui sont vendus, c'est l'immunofortis, qui sont dans le commerce, mais c'est inaccessible. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on insiste beaucoup plus sur ce qui est accessible en se disant que le lait maternel peut quand même jouer un rôle très important par rapport à cette question. Pour la vaginose, c'est une question qui a été soulevée par les obstétriciens il y a 2 semaines. J'étais là-bas, c'était leur journée. En fait, quand ils renouvelaient leur bureau, le thème, c'était la vaginose. Donc, on avait beaucoup discuté et tout ce qui a été dit, c'est parfaitement ce qui a été dit. Et je pense qu'il faudrait quand même capitaliser ça. Et puis, avec l'avantage de montrer qu'il y a des médicaments simples qu'on peut utiliser même dans la prévention de l'infection. Par exemple, la pénigée. Si on n'a pas de truc, la prévention de l'infection à streptocoque, avec la pénigée, je pense qu'on peut l'utiliser. C'est vrai que la seule chose actuellement qu'on retient par rapport à notre écologie bactérienne, c'est qu'on a une déviation de cette écologie. On a un glissement vers des bactéries qui étaient moins couramment retrouvées. Le streptocoque B est moins retrouvé. Je pense que c'est à cause de la pression en antibiotiques qu'on a sélectionné des germes multirésistants. On est à l'entérobactère, on est à Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, tout ça sont des germes nosocomiaux. Et de plus en plus, on a des résistances très importantes par rapport aux antibiotiques qu'on utilisait. L'ampicilline aujourd'hui, c'est quasi impossible de l'utiliser dans les infections néonatales. On arrive même beaucoup plus, même les céphalodoses de 3e génération, que ce soit la ceftriaxone, la céfotaxime. Nous avons des résistances et on switch maintenant de plus en plus même vers les quinolones en étant plus. Donc je pense que c'est ça. C'est pourquoi on demande toujours de peser les indications de l'antibiothérapie. Et nous, on a eu cette discussion en se disant on utilise trop les antibiotiques. Et chaque jour qu'on fait la visite, on se dit mais pourquoi mettre sous antibiotiques tous les nouveau-nés? RPM égale antibiotique, prématuré égale antibiotique. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus loin, sinon on ne pourra jamais arriver à vraiment régler nos problèmes vu qu'on n'a pas de moyens pour avoir des antibiotiques de dernière génération. Donc c'est le commentaire que je voulais faire. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Ousmane. Et le problème des résistances, c'est qu'une fois que les résistances sont installées, c'est très difficile de les récupérer. Mais il y a quand même moyen, en travaillant et en étant très prudent, comme tu l'as dit, de revenir à un niveau raisonnable, même si on ne récupère jamais le niveau antérieur. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de ce slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique », on en a parlé hier. Là, pareil, ce sont les pouvoirs publics français qui se sont emparés de cette thématique et qui ont fait pression sur les médecins pour justement limiter la prescription d'antibiotiques. Donc,
les deux sont importants, que les médecins en prennent conscience, mais qu'il y ait aussi une pression et des enseignants et des pouvoirs publics pour qu'ils disent aux médecins attention à ce que vous faites. Après, pour ce qui est des probiotiques, etc., je pense qu'il faut bien distinguer les enfants prématurés, où là, je crois que le problème, il est vraiment capital de trouver une solution. Puis après, il y a aussi tous ces bébés à terme. Alors, je vois que vous avez, hier, on est allé à l'île de Gorée, j'ai vu que vous n'avez pas ce que nous, on a en France, mais nous, en France, les enfants, de plus en plus, on voudrait les faire vivre dans une atmosphère complètement stérile. Je ne sais pas si vous vivez... Ce qui n'est pas bon, parce qu'il faut les laisser... j'ai vu hier, il y avait plein d'enfants qui jouaient par terre. Paradoxalement, on sait que c'est très bien, parce qu'ils vont créer, on l'a vu, leur environnement. Bon, il ne faut pas qu'ils jouent avec n'importe quoi quand même, mais... Et ça, en France, on en est revenu de ça. Hein, Et les risques d'allergie. Ce que dit Christine, c'est vrai que, je dis pour la caméra, c'est que les allergies sont devenues de plus en plus importantes. Nous, les femmes, elles stérilisent les biberons, mais comme s'il fallait les passer à l'autocuiseur, quoi. Enfin, c'est... Merci. Je crois que moi, je voulais faire une chose. Même si on n'a pas de bactériaux, je crois que les critères cliniques, il faut vraiment qu'on insiste beaucoup dessus. Lorsqu'on fait l'examen systématique du nouveau-né, on insiste vraiment, on connaît les facteurs de risque d'infection. Quand on n'a pas ces facteurs, il faut ne pas mettre un antibiotique. On ne met l'antibiotique que lorsqu'il y a des facteurs de risque. On n'a pas beaucoup de bactériaux, mais nous avons la CRP facile. Et je voudrais aimer que vous donniez un peu des arguments pour ou contre cette CRP chez le nouveau-né, parce que nous, systématiquement, lorsque l'enfant naît, qui pose des problèmes en néonat, on fait la CRP, on le met sous antibiotique. Dès que la CRP revient négative, on arrête l'antibiotique. Il y a le OK. Alors, je vais juste dire un mot de la CRP chez la femme enceinte. Je ne vais pas déflorer ce qui va être dit après, mais la CRP chez la femme enceinte, malheureusement, quand elle est élevée, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que là, on est déjà dans la chorioamniotite. Et en tout cas, pour quelqu'un qui aurait envie de prévenir l'accouchement prématuré lié à l'infection materno-fétale, c'est trop tard. Si la CRP s'élève, eh bien, c'est que déjà, on n'a pas réussi à empêcher l'infection. Mais on n'a pas de moyens on est assez limité et on a vraiment du mal à être beaucoup plus efficace. Merci pour la parole. En fait, ma question, c'est en rapport avec la bactériologie de l'infection materno-fétale. J'ai vu que dans votre présentation, les deux premiers germes que vous avez évoqués, c'était le streptocoque B et Escherichia coli. Mais nous ne connaissons pas la littérature que la listeria aussi était évoquée dans la littérature comme étant l'un des germes qui sont responsables de l'infection materno-fétale. Mais j'ai vu que dans le tableau que vous avez présenté, la listeria se trouvait en bas, très loin après d'autres germes. En fait, ma question, c'est de savoir la place actuelle de la listériose dans l'infection materno-fétale. Alors, je vous remercie. Je suis content que vous posiez la question. Je dirais, je vais vous la renvoyer. C'est-à-dire qu'en France, actuellement, la listériose, c'est devenu exceptionnel. Donc, j'en ai pas parlé volontairement, mais c'est vrai que j'espérais que quelqu'un pose la question, parce que il y a vraiment, au niveau sanitaire, un travail qui a été mené depuis les années 70, très très fort, qui a fait disparaître la listériose, en tout cas chez la femme enceinte. Sur 10 ans, on a eu un cas. Donc voilà, donc, en effet, ça peut être une source grave d'infection materno-fétale, mais qui est devenue très peu fréquente en France. Et je vous repose la même question. Vous, dans vos pays, quelle est la place de l'infection à listeria? Voilà. Dans le liquide céphalorachidien, quelquefois nous isolons du listeria dans le liquide céphalorachidien, mais c'est vraiment rare. Ouais. Chez le nouveau-né, je parle du nouveau-né. Je pense que maintenant, avec les techniques de... C'est surtout une transmission alimentaire. Avec les techniques de conservation alimentaire, les restaurants, ils sont quand même relativement contrôlés. Ça a tendance à disparaître. Alors, on a du mal sûrement à faire le diagnostic de listériose, c'est un argument très important
même si c'est exceptionnel, pour que l'antibiothérapie initiale d'une infection bactérienne précoce ne soit pas des céphalosporines, mais soit de l'amoxicilline, voire de la pénicilline. Moi, je peux vous dire qu'à Londres, actuellement, le traitement initial d'une infection bactérienne précoce du nouveau-né, c'est pénicilline, gentamicine. Et ce n'est pas forcément très facile d'introduire la pénicilline. On l'a fait à Jeanne de Flandre parce qu'au début, c'était plus cher que de mettre de l'amoxicilline dans la mesure où on l'utilisait moins. Je pense que quand on a une utilisation importante, à ce moment-là, les prix vont baisser, quoi. Mais ce n'est pas évident parce que c'est un changement de pratique et c'est revenir un peu en arrière. Et c'est peut-être moins pratique d'utilisation. En tout cas, il faut... Enfin, moi, j'abonde dans le sens qu'il faut vraiment essayer de désescalader les antibiothérapies parce que moi, je peux vous dire qu'à Saint-Louis, je me suis aperçu au bout de plusieurs mois que les nouveau-nés que je ne voyais pas, qui sortaient de maternité, avaient systématiquement une ordonnance d'antibiotiques, de céphalosporine orale, systématiquement, alors qui n'étaient le plus souvent pas prises, heureusement, mais qui de temps en temps devaient être prises à petite dose pendant un jour ou deux, et donc qui alors créaient toutes les conditions pour avoir des problèmes. Donc vraiment, attention, attention. Nous, je voulais un peu donner l'expérience de la Côte d'Ivoire. Nous avons développé des critères infectieux contextualisés. Hein. Ça, c'est vraiment grâce au professeur Ouenou. C'est-à-dire qu'on avait les petits poids de naissance sans cause. Le fait même que l'enfant est référé d'une maternité périphérique, mais sans moyen de transport et par ses propres moyens. Donc, on voit que c'est un facteur. Et bon, concernant l'utilisation de l'antibiothérapie, quand on a un contexte infectieux et qu'on peut faire l'apparat clinique et tout, l'enfant est mis sous amoxicilline plus aminoside, mais on avait remarqué que il faut plusieurs injections, c'est pas en une seule injection, il faut plusieurs injections par jour d'amoxicilline. Et quand nous sommes là le matin, les premières injections sont faites, mais les 2-3 autres injections de la journée sont pas faites. Sont pas faites parce que le paramédical fait le traitement quand tout le monde est là, mais dans l'après-midi, la nuit, le traitement n'est pas fait. C'est pour ça qu'on a eu recours aux céphalosporines de 3e génération. Ah ouais. Vous me direz que, parce que là, ça peut se faire en une seule fois, le médecin est rassuré, il sait que son enfant a été traité. Mais ce n'est pas la solution. Je crois qu'il faut qu'on revienne à éduquer le personnel et qu'on revienne vraiment au plus bas avant d'aller à la céphalosporine. C'est ça qui a fait que de façon systématique, les enfants qu'on doit mettre sous traitement sont la céphalosporine de 3e génération associée à un aminoside. Mais j'avoue que nous sommes en train de faire le chemin inverse pour essayer de sensibiliser, pour sensibiliser même le personnel à l'utilisation de l'amoxicilline d'abord en première intention. Je ne sais pas si c'est votre équipe, mais il y a une publication de la Côte d'Ivoire sur les infections néonatales, hein, qui est une belle publication avec tous les germes qui détaillent bien l'activité, hein, c'est ça. Mais pratiquement, le streptocoque B n'était pas retrouvé. Il n'y avait que des germes nosocomiaux. Et récemment, on avait fait une étude, en fait, qui n'a pas encore été publiée, avec Benoît Garin, qui était le directeur du département de biologie de l'Institut Pasteur, qui est rentré maintenant, qui est lyonnais, sur le dépistage du streptocoque B. Donc, on faisait en même temps le dépistage du streptococcus pneumoniae au niveau des voies aériennes. Et les premiers résultats qu'ils m'avaient montrés, on retrouvait pratiquement presque pas de streptocoque. En fait, c'était retrouvé, mais à une très faible proportion. Bon, il n'y avait pas du tout de Listeria monocytogenes. Parce que si vous retrouvez Listeria, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller à une triple antibiothérapie. Parce que ce n'est pas le premier germe. Voilà, c'est ça le problème. Et sur le plan économique, parfois ça pose problème. Heureusement que nous n'avons pas de Listeria. On reste à la bithérapie. Donc c'est ça. Non, mais si on commence à bithérapie avec amoxicilline, on n'a pas besoin de faire une mais si vous avez des résistances, nous on n'a pas le choix. Parce que le pronostic vital dépend de la sensibilité de l'antibiothérapie initiale. Ok, merci. Je vois que la discussion intéresse beaucoup plus l'antibiotique chez le nouveau-né, alors qu'on parle de l'antibiotique chez la femme enceinte pour prévenir justement cette infection chez le nouveau-né. On va remercier le professeur Deriel et je crois qu'on va passer aux deux exposés qui suivent sur l'infection materno-fœtale, donc chez le néonatal.